Regardez Vox Books avec Aphrodite, africaine d'édition. Madame, Monsieur, bonsoir et merci une fois de plus d'être avec nous dans Vox Books. Le présent ouvrage compose des poèmes qui illuminent et photographient des fragments de vie. Ils réunissent des instants particuliers, éparpillés dans la richesse de la rencontre. L'auteur a donc besoin de dessiner le jour, de sortir des nuits trop noires, d'écouter, de glisser, de se perdre, d'inventer un possible. Ces textes forment une histoire poétique, conçu dans un espace-temps démarrant à minuit et finissant sur la note de la nouvelle année, symbole du changement, des vœux, des projets et des rêves qui vont plus ou moins se réaliser. Il nous propose ce moment de bascule où les vies vont se croiser et devenir des sources d'ensorcellement pour conjuguer le quotidien et l'insolite. Voici le portrait de notre invité. Bienvenue à toutes et à tous dans Vox Books. Remarqué en 2006 avec le prix Pierre de l'Estoile, complété l'année suivante par le prix Guy de Gand, Pascal Ronzon est révélé au grand public petit à petit avec les prix qu'il collectionne. Médaillé d'or au concours Charles de Kintrek, prix de la Rose d'or, deuxième prix Maurice Fomber. La réception en 2013 de la Plume d'Argent au Festival international des arts de Toutry et l'obtention du premier prix de poésie contemporaine complètent un parcours animé par des textes teintés, des couleurs et des rêves échappés. Sa poésie se veut humaniste au cœur de la vie. Ses textes se construisent à partir des rencontres, des voyages, de la musique. Des expériences vécues en République centrafricaine avec le peuple Banda où il a passé de longues années, mais aussi de ses multiples séjours au milieu des peuples pygmées et bamileke au Cameroun, des Yakoma, des Dogons et des Touaregs avant de s'installer définitivement en France. Publié dès les années 2000 dans la revue Regard en marche, Pascal Ronzon a collaboré pour 25 recueils d'anthologie poétique entre 2010 et 2013. Il écrit régulièrement pour des revues 2000 Regards, À mots ouverts et le journal Assaja. Il vient d'être édité dans la revue Verso, dont les recueils se trouvent dans les bibliothèques de la région Rhône-Alpes. Certains de ses poèmes ont été mis en musique. S'inventer est donc son premier recueil poétique. Pascal Ronzon est l'invité de Vox Books. Pascal Ronzon, bonsoir et merci d'être venu. Bonsoir à vous et merci de votre invitation. Les gens se demanderont bien si vous êtes africain et moi je leur répondrai oui, je leur répondrai par l'affirmative parce que vous l'êtes dans l'âme pour avoir vécu longtemps avec les peuples Banda RCA, pour avoir séjourné parmi les Yakoma, les Dongons et même les Pygmées, les Bamileke au Cameroun. Donc vous avez passé une grande partie de votre vie en Afrique avant de vous installer en France. Parlez-nous de cette étape de votre vie où vous avez côtoyé le sol africain. Écoutez, d'abord, je remercie l'ASPAC, la Société des poètes et auteurs du Cameroun, de m'avoir invité dans le cadre du festival Africa Poésie 2017, deuxième édition de ce festival, à lequel je souhaite une longue vie. L'Afrique, pour moi, représente beaucoup. C'est un continent riche de rencontres, riche de traditions, riche de culture, et j'avais envie d'écrire et de partager cette richesse. Des voyages, vous en avez fait en Afrique, des voyages qui ont certainement été votre source d'inspiration, la preuve, vous venez de le dire. Aujourd'hui, vous venez avec votre premier ouvrage que vous avez commis en 2014 aux éditions Thierry Saja, intitulé « S'inventer ». De quoi est-il question ? Oui, nous sommes dans la deuxième réédition de l'ouvrage que je viens vous représenter ce soir. S'inventer, c'est l'histoire qui s'ouvre à minuit, en effet, un 31 décembre, et qui finit sur la bonne année, les vœux pour se tourner vers le futur. S'inventer, c'est les mots qui vont former un ballet ou des ballets, qui vont former une chorégraphie pour inventer les moments présents, futurs, que chacun peut inventer, peut s'inventer. Pourquoi précisément s'inventer ?
Écoutez, c'est le premier tome. Je peux déjà dévoiler et vous révéler qu'il va y avoir un second tome qui va faire la suite de cet ouvrage S'inventer. Il sortira en fin d'année 2017 et s'appelle, et je peux déjà vous révéler le thème, S'évader. Alors, vous venez de le rappeler, les thèmes s'ouvrent à minuit, un 31 décembre. Pourquoi minuit, un 31 décembre? Minuit, le 31 décembre, c'est le symbole de la fête. C'est le symbole du basculement, d'une année qui vient de s'achever, et la seconde d'après, l'année qui démarre. Et lorsqu'une année démarre, on est toujours dans les vœux, dans l'expression de souhait, dans l'expression de désir, dans le rêve. Et j'ai souhaité faire cette transgression en disant projetons-nous sur l'avenir, projetons-nous pour inventer des moments de bonheur. En guise d'ordre d'œuvre, donc, dans cet ouvrage S'inventer, vous nous proposez les pistes centrafricaines, votre premier poème. Parlez-nous de votre parcours en République centrafricaine. C'est un pays en effet voisin, un pays qui souffre beaucoup depuis de très nombreuses années. Je crois que j'ai toujours connu ça depuis 20 ans. Depuis 1996, premier coup d'État après une longue période de stabilité. Et Piste centrafricaine, j'ouvre le livre S'inventer en exprimant le départ, en exprimant l'exil, en exprimant le fait que je regrette quelque part d'être parti. Vous racontez, on va le dire ainsi, votre passé douloureux, sombre, aux pages 20 et 22. On va lire des petits bouts. À la page 20, vous dites « Mes yeux se voilent et pleurent sur l'oreiller, cachés par la dureté du sombre tissu carré. Les souffrances renaissent à chaque révolte, implacables dans une douleur qui virevolte. Depuis le début, elles forment un large édifice qui maquille confusément ma persécutrice. » Plus loin, vous dites « Mes yeux se voilent et pleurent sur l'oreiller, cachés par la dureté du sombre tissu carré. Mon cœur s'acharne à battre sans contrôle, comme une grille qui m'enferme et m'isole. Orphelin, abonné permanent à l'abandon, je n'existe pour personne, j'ai mal au fond. » Quelles épreuves avez-vous traversées ? Oui, le livre, c'est 31 textes que je livre, qui se répartissent en 4 chapitres. En entrant, le souffle s'invente des contrées lointaines. Et chaque mot représente un chapitre. En entrant, on entre quelque part dans l'univers, dans mon univers. Ce n'est pas forcément autobiographique, et donc je vais revenir sur Cœur en sang, puisque c'est un résumé que vous venez de tirer du poème Cœur en sang. Et en entrant, je voudrais d'abord dire que l'écriture, c'est raconter, c'est décrire, c'est certes se dévoiler, mais c'est surtout partager. Et qu'est-ce que j'ai voulu partager ? J'ai voulu partager que en République centrafricaine, puisqu'il s'agit de cela, l'enfance est dure. Et lorsqu'on est enfant en République centrafricaine, on est probablement orphelin, ou sinon en situation de famille monoparentale, et que globalement, l'enfance se résume à peu de scolarité, beaucoup d'abandon, beaucoup de solitude. Et vous êtes remémoré à plusieurs reprises cette enfance que vous avez traversée. Parce que vous le dites dans vos poèmes, à des moments vous vous rappelez ces moments difficiles, ces moments, j'ai envie de dire, qu'on traverse et qu'on n'oublie jamais parce que épris de tristesse. J'ai voulu généraliser. Certes, j'ai mélangé ma propre perception de mon propre vécu. Et donc, il y a un mélange, il y a une conjugaison entre la perception de ce que j'ai pu constater, de ce que j'ai pu vivre, et puis avec des enfants, et puis ma propre enfance. Et vous avez ce mélange-là, puisque, en fait, le texte Cœur en sang est une contradiction entre, en effet, le fait que je suis sur mon oreiller et je pleure sur le sombre tissu carré, et puis il y a à chaque fois le paradoxe qui suit. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Est-ce que je rêve? Est-ce que je fais des désirs, etc. Et je reviens à la réalité pour finir en effet sur le fait que lorsqu'on est orphelin, lorsqu'on est abandonné, lorsqu'on est isolé, quelque part, on commence dans la vie, on démarre dans la vie quand même avec un handicap. Vous nous évoquez aussi dans le chapitre Souffle, votre jardin secret. J'aime tes gestes qui m'invitent en ombre libre de me laisser guider par ta voix. L'allégresse triomphe et se mêle, conjugaison de l'amour qui interpelle.
comme un songe génial qui s'entrevoit pour me fondre dans ta chevelure sombre. Parlez-nous de ce jardin secret. Je fais partie du courant humaniste et donc c'est une poésie qui qui travaille sur les notions de la vie et qui décrit l'humain, avec toutes ses composantes, sa richesse et en effet les jardins secrets, mais aussi les joies de l'amour, les joies de la rencontre, les joies du partage, de la convivialité, de la fraternité. Jardin secret, en effet, c'est un texte que j'ai écrit à ma chair et tendre c'est un poème d'amour et c'est une flamme que je déclare. Mais curieusement, on a l'impression que tous les poètes le font. Je le dis parce que j'ai reçu un poète avant vous. Lui, il écrivait des poèmes, j'ai envie de dire quoi, il était un poète engagé, il décrivait, je veux dire, les tares et les maux de la société, mais il n'avait pas manqué un espace pour dédier un poème à sa dulcinée. On a l'impression que c'est impropre à vous, les écrivains poètes. L'amour est un thème récurrent en poésie, mais la poésie, c'est d'abord le chant du cœur, le cœur des hommes. Et donc, il est normal que l'amour ait une place dans le cœur des hommes et que cette place peut être une place importante pour certains auteurs, un petit peu moins importante pour d'autres auteurs, mais en tout état de cause, l'amour est un thème universel et très utilisé en poésie. Voilà. On va marquer une petite pause, le temps pour nous de prendre le clin d'œil de la semaine. Et on va se retrouver juste derrière pour évoquer justement la deuxième partie de cette émission, toujours avec Pascal Ronzon. À tout de suite. Présente sur le marché du livre depuis 2003, la Maison africaine d'édition ne cesse de proposer à ses nombreux lecteurs et écrivains des collections dignes d'une entreprise soucieuse du développement de l'Afrique. C'est ainsi qu'elle décide en 2013 de mettre sur pied la collection Intelligentsia, pour diffuser les produits de la recherche universitaire. La collection Intelligentsia est une collection qui a été mise sur pied pour permettre la publication des travaux de recherche qui sont faits ici même dans notre pays, pour les rendre en quelque sorte plus visibles sur le grand public. Dans un environnement où les produits de la recherche sont très souvent rangés dans les tiroirs, la collection Intelligentsia se propose alors comme une alternative crédible pour la publication de ses œuvres. Beaucoup de travaux sont faits dans notre contexte, dans notre environnement, dans notre pays, qui restent soit dans les universités, soit même encore dans les tiroirs des enseignants, parce qu'ils n'arrivent pas à les rendre publics. Donc finalement, les travaux, quand ils sont faits, ils doivent servir à l'environnement direct. Et on s'est dit qu'avec la collection Intelligentsia, nous offrons aux universitaires la possibilité de rendre publics leurs travaux, de communiquer, parce que je crois que le besoin, quand on entame un travail de recherche, c'est de le communiquer. Pour pérenniser ce projet, Afredit a signé début mai avec l'Université de Yaoundé 2 une convention cadre qui lui donne l'exclusivité de la production et de la diffusion d'ouvrages issus de la recherche engagée par l'institution. L'objet du partenariat, c'est simplement qu'avec l'Université de Yaoundé 2, pour une période que nous avons délimitée dans notre partenariat, nous aurons ce qu'on appelle l'exclusivité dans la production des travaux de recherche qui sont faits dans cette institution. Les travaux de recherche ici sont ceux qui sont initiés par l'institution, même par l'université. Donc l'université confie des thématiques de recherche à des chercheurs et une fois que ces travaux sont aboutis, Afredit reprend le relais pour la production de ces travaux-là. Donc c'est une opportunité pour nous de travailler dans le cadre de ce partenariat. Ça nous donnera sûrement beaucoup plus de présence sur la scène nationale. Grâce à sa collection Intelligentsia, Afredit est plus que jamais engagé dans sa mission régalienne, celle de donner vie aux manuscrits. De retour sur le plateau de Vox Books, madame, monsieur, je rappelle que nous recevons Pascal Ronzon. Il est écrivain, poète et auteur de l'ouvrage S'inventer, un recueil de poèmes publié en 2014 aux éditions Thierry Saja. Alors Pascal Ronzon, apparemment, hein, vous êtes un adepte, enfin vous êtes de ceux-là qui aiment beaucoup les vacances, au point où quand sonne la date de la rentrée, vous devenez carrément vulnérable. Oui, l'école... J'ai traduit juste un poème. Hein. Vous avez raison. L'école n'est... quelque part, est une obligation, un passage obligé qui supprime une part de la liberté de penser, une part de liberté de mouvement, une part de liberté physique
pour être contraint à apprendre, contraint à en rentrer dans une case. Mais le poème Elson, le thème bien évidemment c'est l'école, et j'ai voulu prendre l'image du fait que parfois dans certaines écoles en brousse, ici en Afrique centrale, on a tous les enfants en rang, qui rentrent, qui abandonnent en fait le temps des vacances où c'était la liberté, le déplacement, les familles, pour se mettre en rang et rentrer dans une classe où ils vont devoir écouter un maître, parfois dominateur, ou une maîtresse parfois cruelle, et puis ils vont devoir se soumettre à l'appréciation des devoirs, des notes, des résultats. Et donc quand sonne la rentrée, on se dit pourquoi si tôt? C'est exact, c'est exact. Le livre, vous le dites, est votre complice, et vous dites d'ailleurs clairement à la page 48, comment est-ce que vous définissez la poésie? La poésie, on vient dans le cadre du festival Africa Poésie ici à Yaoundé, cet après-midi il y avait un colloque, la poésie vecteur de paix et de développement. Et votre question est intéressante parce que ça rejoint un tout petit peu ce colloque à travers le thème que je viens d'évoquer. La poésie, c'est le chant du cœur des hommes, c'est le chant du monde, c'est pour moi un pont entre les hommes, c'est-à-dire un lien pour créer la rencontre, pour échanger. Derrière le fait que c'est un pont, la poésie, elle est lumière. C'est une lumière qui n'est pas éphémère, ce n'est pas une lumière temporaire, c'est une lumière qui brille, qui perdure, qui se transmet de génération en génération, de tradition orale à tradition écrite, et qui permet surtout d'écrire dans le temps un tempo pour l'avenir. Il m'est pourtant si facile de m'enfermer. C'est le poème intitulé « De la vie, l'amour ». Dans un monde désemparé et bouleversant, lorsque l'injustice juge, lorsque l'amour est abandonné, lorsque la vie est assassinée, il m'est pourtant si facile de penser que dans la folie, la vengeance détruit, lorsque la croix de bois tue, lorsque l'amour est enchaîné, lorsque l'homme devient une victime souvent. Mais je veux pouvoir croire à l'horizon de mon regard, aux échos de mes pensées furtives, aux signes du chant qui éveille, pour que mes yeux confondent l'infini, une lumière où le présent se trouble autour de l'espoir et de l'amour, source de la vie, écrite en majuscules et d'un devenir en quête d'images joyeuses. Pourquoi source de la vie écrite en majuscules? La poésie, ça décrit, mais c'est aussi transmission. Et tout à l'heure, j'évoquais que je faisais partie du courant humaniste, c'est-à-dire l'écriture d'une poésie bienveillante, d'une poésie qui ne regarde pas le verre à moitié plein ou à moitié vide du côté négatif des choses. Un jour, ma femme m'a dit « T'écris toujours en négatif, c'est très sombre et ça ne correspond pas à l'attente des lecteurs et puis ce n'est pas constructif, ce n'est pas productif. » J'ai donc tout balancé, j'ai tout mis à la poubelle, et alors que j'ai des cahiers entiers de notes par-ci et par-là, pour dire « regardons ce qui fait la beauté des hommes, regardons les talents, regardons les richesses. » Et chacun de nous, chacun d'entre nous a un cœur qui permet de construire. Et donc je bâtis en effet l'espoir en l'homme. L'homme n'est pas un animal pour l'homme, comme pouvait le citer et le dire un philosophe, mais l'homme est bienveillant pour l'homme, il a l'espoir, j'ai espoir en l'homme, et c'est pour cela que je fais partie du courant humaniste. Ça, c'est un titre qui m'a... j'ai rien compris du tout. Eminonu. Oui. Comment on prononce? Eminonu, c'est ça. Ouais. C'est le nom d'un port, c'est le nom du port à Istanbul, où l'on embarque, où on débarque pour arriver dans la ville d'Istanbul. Istanbul, c'est sur le détroit du Bosphore, c'est un lieu de passage, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de mouvement. Et l'image du port, j'aurais pu prendre le port de Douala, j'aurais pu prendre le port d'Alger, mais j'ai préféré prendre le port d'Eminonu parce que c'est un port où il y a à peu près 3 millions de passagers qui débarquent ou qui embarquent chaque jour pour des destinations soit proches, soit lointaines. Et le Bosphore est un lieu de passage. Et j'ai trouvé le mélange entre l'Orient et l'Occident magique. Et je dis qu'en fait, le port est un débarcadère et que c'est l'endroit où on peut commencer une nouvelle vie.
Vous avez aussi vécu avec les Touaregs. C'est exact. Et vous avez notamment un poème intitulé « Tout à l'Est », adressé à cette vie passée à l'Est, notamment dans la zone désertique. Comment c'était ? Oui, magique, si je peux le dire ainsi. C'est certainement l'une de mes plus belles histoires vécues. Je suis resté longtemps... C'était dans quel pays précisément ? Au Niger. Donc les Touaregs est un peuple nomade qui se répartit sur 5 pays, mais j'ai passé du temps avec les Touaregs à Agadez, qui est la capitale mondiale du sel, que les Touaregs font le commerce, qui vont chercher sur le plateau du Djado, aux confins en fait, entre le Niger et la Libye, et qui ramènent à Agadez avant de descendre sur le Nigeria ou ailleurs. Et j'ai parcouru donc l'ergue du Ténéré, j'ai été jusqu'au plateau du Djado avec les Touaregs, donc des voyages où le temps s'efface, dans la magie des paysages, dans la magie des tempêtes de sable ou de la beauté des dunes que l'on rencontre, des dunes de sable, des dunes de marbre blanc. Et les Touaregs m'ont donné une philosophie de vie que je vais vous donner. Le sourire, c'est celui qui parle au cœur. Votre histoire s'achève sur la note de la nouvelle année où vous avez été séduit par l'Ubangui. Je rappelle que l'Ubangui, c'est l'ex-république centrafricaine, une histoire qui symbolise finalement le changement, je le disais à l'introduction, les vœux, les projets et les rêves qui vont plus ou moins se réaliser. Donc, vous avez de gros souvenirs, particulièrement de l'Ubangui. Eh bien, l'Ubangui, c'est aussi le nom du fleuve frontière entre l'ex-République démocratique, enfin l'ex-Zaïre, qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo, bien évidemment la République centrafricaine, un tout petit bout du Cameroun, et pour descendre sur le Congo-Brazzaville. Et donc, le jour de l'an, je prends une pirogue, j'embarque sur une pirogue et je descends cet Ubangui, je descends l'escale, enfin, je vais vers l'escale des délices, vers des découvertes nouvelles parmi des peuples à découvrir. C'est une raison pour laquelle je disais effectivement en début d'émission que vous êtes un Africain dans l'âme, parce que vous parlez, on a l'impression que vous expliquez aux Africains, comment je vais dire ça, vous vous baladez dans votre voyage, l'Africain, lui, il voyage dans son propre continent et il se fait balader par un étranger. Donc vous êtes Africain. Merci. Mais si j'ai écrit s'inventer, je l'ai bien écrit avec un regard africain, puisque, comme je le disais en introduction, le continent est riche de son regard, de ses coutumes, de ses traditions. Et en tout cas, moi, j'estime que c'est insuffisamment connu, que ce n'est pas suffisamment porté à la connaissance du grand public. Et donc, je m'attache en effet à faire voyager chacun dans son propre pays. Merci en tout cas d'être passé sur le plateau de Vox Books, Pascal Ronzon. Je rappelle que vous êtes écrivain, poète et vous êtes l'auteur de l'ouvrage S'inventer, un recueil de poèmes que vous avez publié en 2014 aux éditions Thierry Saja. Vous nous avez annoncé le tome 2. C'est exact, qui sort début décembre 2017. Et qui va s'appeler S'évader. S'évader, effectivement. Merci en tout cas. Merci à vous, merci de votre invitation. Voilà, merci à vous aussi à la maison de nous avoir suivis. Vous pouvez nous joindre, comme vous avez l'habitude d'ailleurs de le faire. On se quitte comme traditionnellement avec un livre nouvellement paru et un autre disponible en librairie. Très bonne semaine à tous, au revoir. Le futur va se construire sur le refus par l'ensemble du peuple de la mentalité de soumission. C'est un futur de liberté et de responsabilité, un futur de souveraineté pour la cause commune de la société ivoirienne et africaine. C'est le combat que mène Laurent Gbagbo, devenu la pierre d'angle de la lutte pour un nouvel ordre de justice en Afrique. C'est cette conviction que l'auteur veut partager avec ses compatriotes en même temps qu'il les invite à se battre pour protéger leur pays contre les puissances coloniales et à lutter contre leurs élus locaux prêts à toutes les compromissions pour défendre leurs propres intérêts. Côte d'Ivoire, vers un nouvel ordre plus juste, de Robert Jonas Kwame Bibli, nouvellement paru chez l'Harmattan. À travers une démarche originale, l'auteur démontre dans cet ouvrage comment bâtir une administration performante dans la tourmente de la gouvernance, une administration où l'homme, facteur de progrès ou de déviance, se trouve désormais encadré par les meilleurs outils qu'offre l'intelligence artificielle. Gouvernance et intelligence artificielle. Bâtir une administration performante de Jean-Yves Diamène, disponible chez Aphrodite, Africain d'édition.
Donnez vie à votre manuscrit chez Afredit.